à une multinationale très bien notée, vous lui prêtez 100, eh bien au lieu d'inscrire 100 en déclaration réglementaire, vous inscriviez 15 ou 12, vous voyez, 6, 7 fois moins. Quand vous consentiez un crédit à une entreprise qui était un peu moins bien notée, au lieu de mettre 100, vous mettiez 60, 75, bon voilà. Donc vous voyez bien que du jour au lendemain, sur certaines entreprises, on a pu faire 4, 5, 6 fois plus de crédits, sans que la déclaration réglementaire... Il ne faut pas oublier que les banques, elles créent de la monnaie comme le banquier central. Donc, il y a eu, de ce point de vue-là, un laxisme tout à fait extraordinaire du côté du système bancaire. Enfin, les banques n'étaient pour rien, elles n'ont fait qu'utiliser. Alors, ça a mis un peu de temps à se mettre en place, mais à partir de 2006-2007, je vous dis, le crédit au printemps 2007, il était gratuit. Et quatrième élément, bien sûr, dans cette dysfonctionnement, c'est la dérégulation auquel j'ai fait allusion. Alors, moi j'ai tendance à dire, à reprendre l'expression ancienne, qui est de dire on est en face d'une, ce qui ressemble de plus en plus à une dictature des marchés. Maintenant, il ne faut pas en tirer comme conclusion que l'autorité politique ne peut plus rien faire. C'est parce que moi je pense qu'il vaut mieux des turbulences dans les marchés pendant quelques mois, ou voire 1 ou 2 ans, plutôt qu'une crise qui est indéfinie. Mais on est dans cette situation où on voit en tout cas des autorités au plus haut niveau dire les marchés vont bien, donc on a progressé. Bon, ça ne veut plus rien dire, parce que, c'est pas parce que les marchés vous disent quelque chose que vous devez le faire, puis deuxièmement, les marchés, ils se trompent régulièrement. On l'a vu, par exemple, au printemps 2007. Donc, les chantiers sur lesquels il faut travailler, on les connaît. Ils ont été définis par le G20 de Londres. Il y a eu 3 G20 qui ont bien fonctionné. C'est ceux de l'automne 2008, Washington. Le G20 de Londres, 1er et 2 avril 2009. Et le 3e G20, c'est Pittsburgh, je crois que c'est septembre 2011. Bon. Donc là, on a défini très précisément les chantiers. Moi, j'avais presque appris par cœur le communiqué du G20 de Londres, tellement il était bien rédigé, tout y était à la virgule près. Il a fallu ajouter quand même 1 ou 2 petites choses après, mais ma conclusion, je vous le dis tout de suite, je pense avoir fait un travail objectif. Je fais un petit tableau d'ailleurs à la fin de mon livre pour résumer les choses. Et je pense qu'actuellement, le régulateur américain a fait à peu près le quart du chemin par rapport à donc 2008-2009. Bon. Et en Europe, je pense qu'on a fait à peu près le tiers du chemin. Bon. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation tout simplement parce que il y a l'influence des lobbies financiers, mais surtout parce que le pouvoir politique, l'autorité politique accepte cette influence. Alors, aux États-Unis, on passe rapidement, mais moi, à mon avis, les choses sont, quand on voit comment c'est passé. Moi, j'étais un admirateur d'Obama. J'arrivais même avec les textes qu'il envoyait au collège de l'AMF, avec les textes américains, en disant il faut qu'on fasse pareil. Mais on s'est rendu compte qu'il s'est passé des choses jusqu'au vote de la loi dite Dodd-Frank, qui fait 2200 pages au mois de juillet 2010. Après, il ne s'est pratiquement plus rien passé, en termes de progrès de régulation. Et avant, il y a eu des déclarations fracassantes, mais dans bien des cas, on n'a pas beaucoup bougé. Et d'ailleurs, comment voulez-vous que ça se passe autrement? Larry Summers, qui était conseiller économique d'Obama, quelle idée il a eue, compte tenu de ses convictions profondes au moment de la crise, d'aller chercher Larry Summers, qui sortait d'un hedge fund, qui avait milité pendant toutes les années 90 contre la régulation des dérivés sous la direction de Robin, qui s'est toujours battu contre la régulation. Et c'est Larry Summers qui était ensuite chargé d'aller plaider dans les réunions internationales donc, pour une régulation des dérivés des hedge funds. Il faut être complètement schizophrène pour ça. Bon. Donc, aux États-Unis en plus, il faut voir qu'il y a une chose qui va de plus en plus marquer, je pense, la vie politique, c'est les décisions de la Cour suprême en janvier 2010, où il a été décidé qu'on pouvait financer les partis politiques, les campagnes présidentielles, sans aucune limite maintenant et de manière anonyme.
Donc voilà, la démocratie américaine, moi c'est mon modeste, encore une fois, point de vue, c'est ma modeste observation, est très atteinte dans son fonctionnement. Ça me rappelle tout à fait ce que disait Galbraith dans son livre sur la crise de 29, où il disait, quand il recensait les causes de la crise de 29, il mettait en premièrement les riches, il disait. C'est-à-dire une petite catégorie de la population qui tire toutes les décisions de la société pendant des années. Et aux États-Unis, on est vraiment, je pense, encore une fois, je dis ça très modestement, mais je pense que vraiment on est dans cette situation, parce que si vraiment les Américains avaient voulu tirer les conclusions, comme je crois que les hommes politiques étaient, qu'il s'agisse à l'époque d'Obama, Gordon Brown, Sarkozy, Merkel, etc., ils étaient tous convaincus qu'il fallait changer vraiment le système, parce que pour moi c'est ça le problème. C'est pas un problème de ligne de conduite, de morale et tout, c'est un problème de fonctionnement du système. Et je crois qu'ils étaient très sincères en 2009, et malheureusement ils n'ont pas fait le travail. Alors comment ça se passe en Europe? En Europe, je vous dis en 2 ou 3 mots, mais il faut que je regarde en même temps, parce que j'ai pas pris bêtement ma montre, mais j'ai quand même... Attendez, pardonnez-moi. J'ai plus mon portable. Hein? Pardon? Encore un quart d'heure. Bon, très bien. Donc, alors, en Europe, oui, il était là. En Europe, comment ça se passe? Bon. Il faut savoir d'ailleurs, au passage, que quand Michel Barnier est arrivé à Bruxelles, la totalité des consultations juridiques des services de la Commission se faisait à Londres. Bon. Comment ça se passe? En fait, le commissaire, qui est entouré d'une toute petite équipe, il y a autour de Michel Barnier, il y a essentiellement 2 personnes sur ces problèmes-là, c'est Olivier Guersan, le chef de cabinet, et Bertrand Dumont, qui est sur les affaires économiques et financières, qui sont 2 personnes embarquables. Donc le commissaire dit on va faire un texte sur tel sujet, les services rédigent un texte, et puis là il y a des allers-retours, parce qu'il arrive que les services présentent le même texte, mais rédigé différemment. Ça peut arriver. Voilà. Alors ensuite le commissaire dit bon ok ça me va, et s'engage ce qu'on appelle le trilogue. C'est-à-dire que à Bruxelles, il y a en fait un espèce d'exécutif à 3 têtes, c'est-à-dire que sur vraiment tous les mots, on doit se mettre d'accord sur les mêmes textes entre parlementaires, entre Conseil des ministres et la Commission européenne. Très franchement, moi j'ai vraiment suivi les choses de très près, je suis prêt à en discuter, etc. Ces textes ont été considérablement abîmés, c'est un véritable travail de démolition. Moi j'ai constaté à 2, peut-être 3 reprises, enfin j'ai en tout cas 2 exemples précis en tête, que les parlementaires européens durcissaient une disposition. Sinon, en 4 ans de débat, j'ai jamais vu un texte ressortir plus exigeant et de très loin. Bon, je vais vous citer d'ailleurs un exemple en 2 minutes, celui des hedge funds. Donc, voilà, les parlementaires sont sous la pression des lobbies et donc multiplient, d'où des textes très compliqués. Très compliqués. C'est pas parce qu'on aboutit à un compromis qu'on a fait une réforme. Très souvent, les compromis, quand ça dure très longtemps, par exemple, la dernière directive sur les actions, ça a pris 2 ans et demi entre la présentation par la Commission et l'accord avec les parlementaires européens et le Conseil des ministres. Et d'ailleurs, la Commission, à mon avis, s'est un peu découragée sur certaines dispositions, et du coup, elle a renvoyé, pour permettre cet accord, ce compromis, elle a renvoyé des discussions au niveau 2, ce qu'on appelle le niveau 2, c'est le niveau de l'ESMA, c'est-à-dire l'autorité européenne, qui ensuite transpose les textes de la Commission. Mais je n'ai jamais vu le Conseil de ministres durcir une disposition, jamais. Les gouvernements défendent systématiquement les intérêts de leur place financière. Alors, c'est pas forcément mal. Ce que je dis simplement, et encore très modestement, mais pour l'avoir vraiment observé, c'est que c'est criminel de faire ça quand il y a un risque systémique. C'est-à-dire,
à un risque global, si vous voulez. Qu'un gouvernement défende sa place financière, c'est légitime jusqu'à la ligne jaune ou la ligne blanche. Bon, voilà. Et malheureusement, c'est pour ça que il y a donc des textes aujourd'hui qui sont malheureusement très insuffisants et qu'on continue à discuter. Bon. Donc, je vous cite, oui, je voulais en dire un mot pour prendre un exemple, voilà, très parlant, celui des hedge funds. 2 minutes. Les hedge funds, ça existe depuis le début des années 90. Avant, c'était vraiment quelques milliards à peine. Bon. Aujourd'hui, c'est 2700 milliards de dollars en cours. Et avant la crise de 2007, je crois qu'on était à 1900. Bon. Mais ce sont des encours, c'est le PIB français, quoi, une fois et demi le PIB français. Mais il y a un effet de levier dans beaucoup de hedge funds. Il y a des hedge funds très très bien gérés, très prudents, etc. Puis vous en avez qui ont, comme je le disais tout à l'heure, des effets de levier de 50. Il faut savoir qu'en 1998, c'est comme ça qu'on a découvert les hedge funds, un week-end, il y a eu la faillite du fonds LTCM, qui avait un effet de levier de 31, pas de 50 comme je disais tout à l'heure, 31. Il gérait 4 milliards de dollars, c'était pas énorme, bon. Et il a fallu que le gouvernement américain sauve en faisant venir tous les clients pour recapitaliser le fonds LTCM pour que le lundi matin tout... mais on a cru que le système financier allait sauter. Hein. En mars 2008, vous avez un hedge fund qui s'appelle Carlyle Capital qui gérait simplement 670 millions de dollars, donc très peu de choses, avec un effet de levier de 31. Eh bien, il a envoyé Bear Stearns, la grande banque d'affaires, au tapis, qui était déjà très endettée, c'est vrai. Là, pendant un week-end, il a fallu que JP Morgan, avec le gouvernement américain, achète Bear Stearns pour le sauver. 6 mois après, il y avait les Lehman Brothers. Bon. Donc les hedge funds, Michel Aglietta, qui est un très bon économiste, avait très bien décrit au printemps 2007 ce qui se passait dans l'industrie des hedge funds. Il avait dit, pendant les années 2004-2007, tous ces fonds ont acheté du subprime ou bien ont acheté des risques extrêmes en pensant que jamais ils se réaliseraient. Vous savez que le système des hedge funds, c'est de capter 20% de la rémunération tous les 6 mois avant les investisseurs. Donc, ils ont capté toute cette rémunération. Et puis, Aglietta avait écrit, malheureusement le rapport a été publié après, mais moi je l'ai vu à l'époque. Aglietta avait dit, si jamais il y a une forte chute des marchés, les hedge funds vont imploser. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, je vous signale que surtout quand vous voyez des belles courbes sur les hedge funds dans les journaux, ne croyez pas du tout que ça reflète les performances des hedge funds. Vous avez quelquefois des courbes qui montent comme ça sur 10 ans, mais tous les fonds qui ont fait faillite ne sont pas intégrés dans ces relevés de performance, et il y a un système qui permet, quand la performance n'est pas bonne, de ne pas la déclarer. Donc, vous voyez, on appelle ça l'aléa du survivant. Donc, moi, il m'arrive de téléphoner à des journalistes en disant, mais est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que vous écrivez? Vous devriez quand même rappeler ce petit détail. Bon. Donc, les hedge funds, on voudrait les réguler, eh bien, il y aurait 3 mesures à prendre, à mon avis. On s'est battu au Parlement européen, moi j'ai beaucoup discuté avec le rapporteur Jean-Paul Gauzès, mais naturellement ça n'a pas été retenu, mais il aurait fallu limiter l'effet de levier. Vous pouvez le limiter même à 4, à 5, à 6, peu importe, mais pas avoir des effets de levier de 50. Voilà. Bon, ça s'écrit très facilement. Deuxièmement, il faudrait des contrôles à tout moment. Les contrôles at any time, on s'est battu là-dessus, mais ça a été balayé aussi. On a retenu le principe, en fait, d'un contrôle trimestriel. Bon. Et il faudrait, dans certains cas, pouvoir aller sur place. 90% des hedge funds britanniques sont aux îles Caïmans. Ce sont des plages. Il faudrait que, dans certains cas, on puisse aller sur place. Bon. Donc voilà. Et alors, troisième élément, vous voyez, pour moi, la régulation des hedge funds, c'est aussi simple que ça. Troisième élément, il faudrait que ce soit... là aussi, il y a eu des discussions à n'en plus finir, rien n'a été retenu. Il faudrait que ce soit l'autorité européenne, donc l'ESMA, qui contrôle les plus gros hedge funds. Et on a décidé que c'était les autorités nationales, ce qui veut dire le régulateur britannique. Bon, voilà. Donc,
Vous voyez bien que si c'est une autorité européenne, il y a un tout petit peu plus d'objectivité dans la manière de contrôler les acteurs. Donc voilà, c'est pour vous dire un exemple qui apparaît compliqué. Il y a eu, je sais pas, 2 ou 3 ans de discussion autour de ça, un texte d'une complexité à transposer terrible. Voilà. Moi, je cite souvent, je crois que j'ai aperçu ce matin en arrivant, le Word avait fait un papier là-dessus. Bon. Et effectivement, je leur ai donné l'exemple de Paul Volcker, qui avait été chargé par le gouvernement américain de rédiger le texte sur la régulation des banques. Paul Volcker avait lui-même rédigé 30 pages, il considérait que tout était dedans, et il a dit, après la délibération au Congrès, il y avait 298 pages. Et il a dit pourquoi? Parce que les lobbies sont intervenus. Et en plus, après, ils viennent se plaindre du fait que les textes sont trop compliqués, donc qui sont inapplicables. Vous voyez. Et finalement, il y a eu 950 pages. Bon. Mais c'est vous dire que quand il y a des compromis, c'est pas forcément bon signe. Voilà. Encore une fois, les mesures peuvent être ça. Bon, je dis juste un mot, donc, parce que je pense que j'approche de la fin, parce qu'il faut qu'on garde du temps pour les questions, que moi je pense que la solution dans l'immédiat, elle est du côté de la gouvernance, parce que vis-à-vis de la régulation financière, la gouvernance nationale, ça n'existe pas, puisqu'il y a la liberté complète de circulation des capitaux. Je pense qu'il faut une gouvernance, bien sûr, européenne, une gouvernance mondiale. Alors, vous me direz, je rêve. Bon, mais c'est quand même à ce niveau-là que ça peut se passer. Or, aujourd'hui, je peux y revenir, mais le G20 ne fait plus le boulot. Hein. Il y a eu 3 G20 qui ont bien fonctionné, et les autres, ils traitent de la crise libyenne, de la crise syrienne, de la crise de l'euro. À chaque fois, il y a une actualité qui les empêche de parler de l'essentiel. Hein. Et quand en plus, les communiqués ne sont pas rédigés avant même la réunion. Donc voilà, il y a le problème du G20. Donc le G20 a eu tendance à déléguer au Conseil de stabilité financière. Le Conseil de stabilité financière, ce sont les banquiers centraux. Ce sont les banquiers centraux. Entre parenthèses, qui préside le Conseil de stabilité financière aujourd'hui? Avant, c'était Mario Draghi. Et aujourd'hui, c'est M. McCartney qui est gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et comment est-ce qu'on peut être, je m'excuse, je parle franchement, mais comment est-ce qu'on peut être à la fois gouverneur de la Banque d'Angleterre et de plus en plus en charge de la régulation internationale, puisque le G20 ne fait pas vraiment le boulot. Bon, voilà. On peut prendre un autre exemple. Il y avait une proposition de Jacques de la Rosière qui était excellente, et qui était de créer un conseil des risques systémiques. Il a été créé en fait aux États-Unis. Il fonctionne avec 15 personnes, 10 ont le droit de vote. Il y a le secrétaire au Trésor qui préside, c'est l'autorité politique qui préside. Vous avez Janet Yellen, enfin les autorités qui régulent. Voilà, 10 personnes ont le droit de vote. En Europe, c'est plus d'une centaine de personnes. C'est plus d'une centaine de personnes. Tous les régulateurs sous toutes les formes sont là. L'autorité politique n'est pas présente. Qui préside? C'est M. Draghi, président de la BCE. Vous voyez bien, ça va pas du tout. En fait, ce qu'il faudrait, c'est si on voulait vraiment que ça serve le rôle de prévention du risque systémique, c'est que ce soit une autorité on ne peut plus resserrer, comme aux États-Unis, de 10-15 personnes, présidée probablement par le commissaire européen ou par actuellement M. Van Rompuy, bon voilà, et puis avec les patrons des organismes de régulation, point, c'est tout, voilà. Donc il y a un problème de gouvernance, c'est ce qui me paraît très important. Et simplement, là, j'ai pas eu le temps d'en parler, parce que je me suis laissé un peu emporté par tout ça, mais pour essayer de vous montrer que ce sont des chantiers qui sont pas très compliqués, c'est que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on n'a donc pas, on a fait des progrès, par exemple vis-à-vis des banques, je pourrais y revenir, mais on n'a pas du tout fait le chemin qu'on avait prévu de faire, et ce qui est très inquiétant, c'est que vous avez 2 foyers de crise au minimum, parce que le Japon, ça ne s'arrange pas, franchement, quand on voit le yen, on dit qu'il a été dévalué effectivement de 20%, 25%, là, il décale beaucoup aujourd'hui, mais il retrouve ses niveaux de 2008, et le PIB
il n'a pas du tout décollé. Voilà. Donc le Japon est 250% par rapport au PIB de dette publique. Quoi. La Chine, on sait très bien, on en parle régulièrement, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais il y a une finance de l'ombre qui est également très importante. Mais les deux grands foyers de crise, il y a le foyer américain, parce que aux États-Unis, on s'y habitue depuis 40 ans, mais n'empêche qu'ils vivent toujours avec une dette considérable. On dit la dette des ménages a tendance à diminuer, mais elle a diminué un petit peu, mais il y a toujours aucune épargne. Il y a des déficits commerciaux en permanence structurels entre 400 milliards de dollars et puis c'est monté jusqu'à 850 milliards de dollars. Bon, actuellement, on voit bien, Stiglitz, je crois, fait un article dans les Échos ce matin, mais il avait déclaré il y a déjà quelques semaines que le revenu médian aux États-Unis n'a pas bougé depuis 1989. Donc en fait, la croissance, elle profite actuellement à une toute petite minorité à cause de la hausse des marchés qui est complètement artificielle, etc. Mais voilà, donc c'est une économie qui est complètement déséquilibrée depuis un très grand nombre d'années. Et je vous ferai observer que on nous parle toujours en début d'année ou en fin d'année précédente de prévision de croissance à 3 ou 3,5%. L'année dernière, on a été à 1,8 aux États-Unis, c'est toujours revu à la baisse. Et là, apparemment, on va être autour, d'après ce que dit, je crois, la Fed d'hier, autour de 2%. Bon, voilà, si tout se passe bien, on n'est pas encore à la fin de l'année. Bon. Donc voilà, il y a le problème américain. Les Chinois financent jusqu'à quand, et puis le problème de la zone euro, qui pour moi est un problème. Alors, moi, j'ai toujours été, je joue carte sur table. Hein, moi, j'avais fait un papier dans Le Monde à 8 jours du référendum de Maastricht qui s'intitulait L'engrenage de la récession, parce que je trouve que on a fait les choses à l'envers, au lieu d'essayer de coordonner les politiques économique, fiscale, conjoncturelle, enfin dans tous les énergies, etc. On n'a pas fait du tout ça, on a fait la monnaie d'abord, et qu'on l'a fait donc reposer sur des critères purement monétaires budgétaires, et que la crise, donc on a vu, d'abord, moi je pense que l'euro n'a vraiment jamais vraiment marché, et ça s'est traduit par une crise des marchés en 2010, et aujourd'hui on est dans une crise, pas au Luxembourg, mais en France, qui est économique, sociale, politique, voilà. Et on voit bien en plus que l'idée européenne se porte pas très bien, et donc voilà, je pense qu'on est actuellement dans une discussion qui mène nulle part, parce que d'un côté, notamment en France, mais en Europe, hein, en zone euro, on a ceux qui disent il faut faire les réformes structurelles, c'est comme ça qu'on va retrouver de la croissance. Et le problème, c'est quand on a une croissance qui est actuellement de 0,4 en France, comment voulez-vous faire des réformes structurelles? C'est possible quand il y a 2% de croissance, c'est plus possible quand il y a 0%, c'est très difficile quand les gens sont à cran. Donc vous avez les gens qui demandent des réformes structurelles, en face il y a ceux qui disent mais non, il faut atténuer les politiques d'austérité, et puis il y a ceux qui disent mais non, il faut continuer comme avant. Bon. Donc on est dans un peu un dialogue de sourds, donc voilà. Et donc, bon, c'est une grande inconnue, et il y a un moment où il faudra peut-être se poser quand même des questions sur un certain assouplissement du système monétaire. Mais je pense qu'on n'est pas du tout sorti de la crise de ce point de vue-là. Mais c'est un point de vue tout personnel. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je pense que je suis à peu près dans le temps maintenant, ça va ? Pour pas trop dépasser. Et puis alors surtout poser maintenant toutes les questions, hein. Il n'y a que des bonnes questions. Hein, il y a beaucoup de sujets dont je ne vais pas parler. Très bien. Donc je vais passer dans la salle avec le micro. Je demanderai juste aux personnes qui souhaitent poser des questions d'être relativement concis pour que chacun puisse s'exprimer. Voilà. Donc, tu préfères répondre par tranche de 3 questions ou une chaque fois? Oh, je pense que c'est mieux une chaque fois. Ok, d'accord. Parce que alors, monsieur en premier. Personne pourra me dire, mais vous n'avez pas répondu. Ok. Bonjour et merci beaucoup pour ce descriptif, on va dire, assez concis. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est les... Pardon. Ah oui, pardon. Ce qui a attiré mon attention, c'est les 3 points de similitude que vous avez fait avec la crise de 29. Et en particulier, le dernier d'entre eux, à savoir
le déficit de régulation ou dérégulation ou manque de gouvernance. On appelle ça comme on veut, et on dit la même chose. Ma question, en fait, est d'ordre chronologique. Vous attribuez ce déficit dans les années qui ont précédé donc la crise de 2007. Est-ce que vous l'attribuez au krach de 87? Est-ce aux années 90 ou même 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, c'est-à-dire au duo Thatcher-Reagan? Je pense que c'est même un petit peu avant. Moi, non, je pense d'abord le signal a été donné quand même par le fait qu'on a mis par terre le système monétaire. Hein. Donc c'est la décision 71, 73, les monnaies deviennent... c'est ce que Friedman avait défendu dès les années 50, c'est-à-dire la flexibilité complète des monnaies. Donc ça introduit, et en 76, c'est les accords de la Jamaïque qui viennent donc donner l'imprimature internationale à tout ça, à tous ces désordres. On s'installe dans le système. Mais bien évidemment, la volatilité des marchés qui est résultée de cette... Il n'y a qu'une zone dans le monde où il n'y a pas d'ajustement par les taux de change, c'est la zone euro, hein, en fait, souvent. Mais il y avait une zone sud-est asiatique, elle a sauté en 98, c'est le système du PEG, etc. Donc, il y a eu cette instabilité qui s'est créée. Moi, je me souviens très bien quand je suis rentré dans la banque en printemps 74, le patron des marchés nous a fait un cours sur les swaps, qui était un excellent moyen. Effectivement, il faut savoir que toute innovation financière, au départ, a une bonne justification. Les hedge funds dont je vous parlais à l'instant, l'idée de départ est géniale, c'est de se dire on se couvre contre les fluctuations du marché. Hedge, en fait, c'est devenu l'instrument principal de la spéculation. Hein. Et là, c'était la même chose. Les swaps, ensuite les produits dérivés, début des années 80, ce sont des produits qui sont là pour vous protéger. Moi, j'ai fait les premières options avec un grand groupe de luxe français en 84 sur le yen, pour le protéger. Donc, c'est des produits qui sont très bons au départ, mais qui peuvent devenir diaboliques. Donc, moi, je pense que il y a ça, il y a la situation relative en fait au système monétaire international. Et le point de départ de la dérégulation, je crois que c'est 1975 aux États-Unis, où les courtiers, les brokers-dealers avaient des tarifs réglementés et gagnaient bien leur vie. Hein, c'était des Goldman Sachs, etc. Et on a décidé de déréglementer, mais enfin là ça devient un petit peu technique, mais enfin si vous voulez, pour vous marquer, je pense, le point de départ, après en avoir discuté avec beaucoup de gens, on a dérégulé donc ces tarifs, et en échange, eh bien, on a laissé ces gens-là pour qu'ils puissent se refaire un petit peu, venir sur ce qu'on appelle le prop trading, c'est-à-dire investir une partie de leurs fonds propres dans les activités avec cette volatilité des marchés naissantes, etc. Et le prop trading, moi je l'ai vu, bien sûr, dans ma banque, etc., dans les années 80, tout ça, ça se développait partout. Mais je crois que du jour où les banques ont eu le droit, en fait, ça n'a pas été légal, ça s'est fait parce qu'il y avait des opportunités de marché et qu'elles avaient besoin dans un univers déréglementé, de gagner leur vie. Et donc, on a eu ces activités de spéculation des banques. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas traité ce problème, ce qui est ahurissant. On est 6 ans exactement après Lehman Brothers, on s'interroge toujours. Michel Barnier a présenté un texte cet hiver qui a fait hurler les autorités françaises, où il prévoit très clairement l'interdiction des activités spéculatives. Alors on peut discuter, bien sûr, les Anglais sont très ingénieux pour ça, de dire qu'est-ce qu'est la spéculation, qu'est-ce qu'il n'y en est pas. Un patron de banque, en général, maintenant, il sait le soir où sont ses positions. Mais il y a le problème de la séparation, mais pour moi, la priorité, c'est déjà de commencer par interdire la spéculation pour les banques. C'est évident. Hein.
Les produits dérivés, par exemple. Alors, entre parenthèses, les banques françaises, enfin, je ne sais pas si j'aurais dire ça au Luxembourg, mais sur les chiffres officiels, quand même, c'est des encours de dérivés, les 4 grandes banques françaises, qui sont absolument considérables. Voilà. Considérable, j'ose pas citer le chiffre, mais bon, c'est plusieurs fois le PIB. Voilà, mais la Deutsche Bank, c'est pareil, etc. Toutes les grandes banques, c'est ça. Bon, tous ces produits-là sont traités à 90%, ce que je disais tout à l'heure, entre banques. Donc, moi, je peux pas croire qu'on ne puisse pas... Si, ça rejoint un problème de fond de la régulation. Quand un régulateur fait une réforme, il est obligé de faire ça, aux États-Unis comme en Europe, une étude d'impact. Ensuite, vous avez deux manières de lire l'étude d'impact. Ou bien, vous cherchez en tant que régulateur à voir si vous n'avez pas fait une bourde, si vous n'êtes pas passé à côté de quelque chose, etc. Donc là, les acteurs financiers ou les citoyens, tout ça est mis en ligne d'ailleurs aux États-Unis, vous disent, attendez, là vous faites une énorme bourde, etc. Ça, c'est une première façon, et ça, de ce point de vue-là, l'étude d'impact est complètement justifiée. Mais en revanche, vous pouvez la lire en disant, en écoutant tous ceux qui vous disent, vous êtes en train de réduire la liquidité du système financier, vous allez réduire le business, etc. Si vous posez comme contrainte que vous ne devez pas porter atteinte au business, vous ne faites jamais une vraie réforme. Il est évident que les dérivés, c'est quelque chose qui, qui n'a pas vocation à représenter, dit ça en soi, le PIB mondial, et a été changé à 90% entre établissements acteurs financiers. Donc voilà, la vraie réforme pour moi, sur les dérivés, ce serait de dire, mais bon, je vais beaucoup plus loin que ce qu'on envisage actuellement en disant ça. Il y a des étapes intermédiaires pour lesquelles moi je me suis battu. Je ne me suis jamais battu pour l'étape que je vais vous donner. Et ce serait de dire tous les dérivés devraient être liquides, c'est-à-dire ça puisse donner lieu à un marché, que ce ne soit pas, comme on dit, des produits sur mesure, et devraient passer par ce qu'on appelle des chambres de compensation, c'est-à-dire des organismes qui sont là pour garantir la bonne fin de la transaction. Ça va représenter, quand les chantiers sur les dérivés seront terminés, je pense, 40% du montant des dérivés, 40%, au maximum 50%. Vous voyez, moi, en fait, je suis en train de dire, il faudrait réduire à peu près de moitié. Alors, naturellement, j'ai jamais dit ça dans les réunions, parce que vous passez pour un farfelu. Mais il y a des étapes intermédiaires. Une étape intermédiaire, c'est pour les produits qui ne seront pas donc traités en chambre de compensation, qui ne sont pas liquides. On a prévu actuellement, et ça se met en place, parce que jusqu'à présent, on ne savait pas ce qui se passait. Il n'y avait pas de relevé. Donc maintenant, on va avoir des relevés, des registres qui vont nous dire ce qui se passe. Mais ces registres ne seront pas compatibles entre eux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas alors peut-être qu'on y arrivera un jour, mais pour l'instant, on ne peut pas les consolider. Donc, vous voyez bien, ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur le plan systémique ce qui se passe. Voilà. Donc, je vous dis d'où c'est parti et où on en est.